Alors, je vais peut-être vous représenter, comme ça, C'est super. tout le monde pourra vous situer. Donc, Azélie Fayot, vous êtes chercheuse au CNRS. Vous avez aussi une chaîne YouTube donc, que je conseille à découvrir, parce qu'elle a un ton peut-être un peu plus libre que ce qu'on est habitué dans les essais littéraires. Euh, donc, c'est une très bonne manière de redécouvrir des textes et des pensées sur ces textes. C'est d'ailleurs donc un petit peu votre manière de faire aussi dans vos livres, dont deux publiés chez les éditions Divergence, donc Des femmes et du style et Subvertir le male gaze. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai les deux aussi. Je tenais à vous dire que on est très content de vous avoir eu et que vous avez accepté l'invitation parce qu'on voulait vous inviter depuis qu'on a ouvert la librairie. Et j'espère qu'on aura l'occasion de refaire quelque chose peut-être en réel. Et l'occasion aussi tombait très bien avec les deux spectacles qui sont distribués donc au Carreau, donc la scène nationale de Forbach. Ouais. Les deux donc sur le thème de la masculinité. Alors ici, l'idée va être de développer l'idée de comment la littérature a été imprégnée de ce fameux male gaze. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez définir ce fameux thème? On y va. Alors, ça a pas mal évolué, donc merci beaucoup. Je suis très contente aussi et puis en plus, Forbach, c'est une ville que je ne connais que comme gare pour aller vers l'Allemagne. C'est la dernière station avant l'Allemagne. Alors, j'ai toujours eu cette envie d'aller à Forbach, de m'arrêter quand j'allais en Allemagne. Et ça fait assez longtemps que j'ai pas été à Francfort ou à Berlin. Mais je suis quand même contente d'être là virtuellement. Donc, voilà, en attendant la suite. Et alors, en plus, je n'arrête pas de dire qu'il faut travailler son autonomie. Alors, une librairie qui s'appelle Autonome, je trouve ça formidable. Comme ça, c'est dit. Seule Et, librairie indépendante sur un secteur de et, presque ouais, 50 puis ça, kilomètres. c'est quand même assez. Enfin, c'est une chose. Bon, moi, je suis pas née à Paris, je suis installée depuis à peu près 10 ans, mais dont on se rend pas forcément compte quand on a l'œil sur la capitale, à quel point la France est macrocéphalique et à quel point le tissu culturel est difficile à tenir dans ce que je refuse d'appeler les territoires, mais enfin en dehors de Paris, quoi. Mm. Enfin, dans tout le reste de la vie. Et je le vois en Dordogne, je le vois en Touraine, donc bah, je le vois pas encore à Forbach, mais c'est. euh, Trouver une librairie indépendante en Dordogne, c'est très très dur en dehors de Périgueux. Il y en a Mm, là, il y en a plus à Chinon, enfin, voilà, pour la Touraine, c'est mm. donc voilà, c'est vraiment important. Donc le Melguès, pour parler de Melguès, je crois que je peux parler d'abord en fait, de l'évolution entre le féminist gaze du premier livre et ce qui m'a amené au Melguès d'abord. Parce que moi, en fait, au tout départ, je voulais pas parler de masculinité ou de virilisme ou de impressionnée par une conférence de Geneviève Fraisse, la philosophe. Et en discutant un peu à la fin, parce que j'avais été faire ma fangirl pour demander une dédicace, j'avais, euh, elle était vraiment saisie quoi, par une phrase. Elle m'avait dit: Ah non, mais j'ai dit: Mais oui, mais pourquoi tel et tel thème? Et elle m'avait dit: Mais moi, je refuse de travailler sur le pouvoir, je travaille sur les émancipations. Il faut sortir de la fascination pour le pouvoir et aller chercher ce qui se fait ailleurs. Et ça, c'est ce qui a amené le livre sur le féminist gaze et en fait, qui est adossé à mon projet de recherche au CNRS, puisque je suis en train de rentrer, voilà, je suis vraiment une nouvelle recrue en train d'arriver. Et, et on est recruté au CNRS sur projet. Et cette question-là, bon, le féminist gaze, je me suis dit, voilà, moi, c'est quoi un texte féministe? À quoi ça va ressembler? Je travaille sur le féminisme avant le féminisme. En fait, comment travailler la politique dans le texte en sortant du female gaze, qui me semblait un peu trop. Euh, alors, le female gaze, il est théorisé par Iris Bray, notamment. J'aime beaucoup le livre d'Iris Bray, mais je craignais une approche qui pouvait de temps en temps être essentialiste. Et puis, j'avais envie, en fait, de quelque chose de plus audacieux, de plus osé, de plus politique. Et c'est ça qui m'avait amené au feminist gaze de plus franchement politique. Et finalement, voilà, j'ai écrit cet essai des femmes et du style pour un feminist gaze pour proposer ce concept de feminist gaze qui remodèle complètement le gaze qui d'abord est un male gaze chez Laura Mulvey. Bon, puis une fois que j'ai fait l'essai, j'ai été invitée dans pas mal de séminaires ou de librairies, on m'a posé plein de questions et je me suis bien rendu compte que le male gaze du point de départ
il fallait y aller, quoi. Il fallait quand même aller chercher un peu ce qui se passe. Donc le male gaze, au départ, c'est un concept qui est théorisé par Laura Mulvey en 75 dans un article qui s'appelle Plaisir visuel et je sais plus quoi. Là, ça y est, j'ai raté le titre, mais parce que j'entends le petit à côté en même temps. Donc ça, je vais rater un peu mes titres, mais c'est un article de cinéma de 75 dans lequel, qui n'est pas exactement une conception ou une théorisation de ce male gaze, mais l'expression va apparaître pour théoriser la façon dont le cinéma hollywoodien se construit comme euh, un dispositif flattant la scopophilie du spectateur supposé comme masculin. En gros, la communication, ça va être qu'on s'adresse à quelqu'un et donc on va transmettre un message. Les œuvres d'art, elles ont une particularité qu'elles ne vont pas transmettre directement des messages, mais en gros, le médium et le message, la façon dont l'œuvre d'art va être produite va aussi être son message. Et elle étudie en particulier des films hollywoodiens parce qu'elle va chercher le mainstream, les choses les plus connues, qui vont être les plus représentatives d'un inconscient patriarcal contemporain. Euh, pour elle, le male gaze va se réaliser notamment dans euh, la façon dont le cinéma va flatter la pulsion scopique, donc voyeuriste d'un spectateur supposé masculin, notamment par des personnages relais qui vont regarder globalement des corps de femmes à l'écran. Et donc une division entre des femmes objets, des hommes sujets, par exemple, donc par cette objectification. Et c'est à ce male gaze que s'oppose le female gaze d'Iris Bray, comme un regard qui n'est plus un regard de domination qui va objectifier, mais comme un regard qui va partager. Et donc elle va euh, regarder ça surtout du côté de films de réalisatrices, mais aussi parfois de réalisateurs. Donc ce qui m'intéresse aussi, c'est d'imaginer, de vous comprendre, d'analyser comment un regard dans l'œuvre va se séparer de l'identité réelle de la personne qui va tenir la caméra ou le stylo. Moi, j'arrive avec mon féminist gaze, donc forcément, comme c'est très politique, et puis je refuse l'approche phénoménologique par les corps d'Iris Bray ou de Simone de Beauvoir, ou celle de la psychanalyse de Laura Mulvey, je propose vraiment une approche complètement formaliste, uniquement fondée sur des critères inhérents aux œuvres. Et là, je me dis, bon, mais ça va être quoi le male gaze en littérature? Et là, ça va être toute la première partie de l'essai. Mais là, l'enjeu, c'était pour moi de sortir en fait aussi de la pulsion scopique dans la définition qu'en donnait Laura Mulvey et puis tout plein de gens ensuite, c'est-à-dire de considérer que cette pulsion scopique, elle est évidente au cinéma, mais en littérature, pas du tout. Et le fait même de passer par le regard fait partie aussi de cette domination, pas masculine, mais viriliste, parce que ça va pas être tous les hommes ou les hommes, enfin, c'est pas forcément cette dimension-là qui m'intéresse au premier chef, je suis pas sociologue, ça va être la façon dont il y a une idéologie de la masculinité, une idéologie viriliste et de la conquête, qui va apparaître dans les œuvres et qui modèle les masculinités des personnages ou les masculinités réelles. Et je D'accord. sais pas si on arrive à suivre là, parce que j'ai quand même fait un gros tunnel. Au moins, c'est clair. Alors d'ailleurs, quand je présente le livre, on me parle souvent de l'anglicisme male gaze. Est-ce que vous avez une explication à ça et pourquoi vous l'utilisez et pourquoi vous l'avez pas traduit, par exemple? Oui, alors il y a plusieurs raisons. Une d'elles, c'est d'abord que finalement, le male gaze, il existe déjà. Et moi, j'arrive dans, dans un champ conceptuel qui a déjà 50 ans. Euh, je trouve qu'il s'agit un peu d'autre chose que voilà, enfin, j'ai pas besoin de mettre ma patte, quoi. Au contraire, je Mmh. trouve que c'est beaucoup plus intéressant de considérer que le gay, c'est un concept qui est hybride parce qu'il est forgé par plein de gens différents, notamment par des gens non académiques, donc des gens militants ou le public plus largement. Et ça, c'est extrêmement important. Mais aussi parce que c'est un concept qui, finalement, n'est pas exactement le regard, dans le sens que je lui donne, où je vais radicaliser son approche pour sortir justement de cette pulsion scopique et élargir cette notion. Mmh. Et à ce niveau-là, dans le féminist gay, je traduis encore régulièrement en regard, même si je vais vers une vision du monde, plus philosophique ou plus conceptuelle, en fait, dans les œuvres, pour Mmh. saisir quelque chose d'idéologique qui se réalise dans l'œuvre. Mais en fait, alors ouais, j'ai du mal à me relire une fois que c'est publié. Bon, quand Divergence a fait un retirage en me demandant où sont les coquilles et Zélie, j'ai dit «Maman, tu veux pas le relire?» parce que là, alors j'ai pas le temps et j'arrive pas. Mais à force de le présenter, en fait, je me suis rendu compte que ce regard que j'interrogeais pas en le résumant, heu,
Mais en fait, il est pas exactement là. Le gaze est plus puissant que le regard et il est plus puissant que les focalisations de la narratologie, littéraire, type, celle de Gérard Genette, Mmh. parce qu'il va véritablement être l'idéologie telle qu'elle se crée, se réalise, se reproduit, pas seulement dans l'œuvre, mais par l'œuvre. Parce qu'il y a pas un message dans l'œuvre, puisque l'œuvre est le message. La façon dont l'œuvre se raconte ou se présente ou, se met en scène, est déjà, idéologique, en fait. D'accord. Donc c'est pour ça que je garde finalement cette espèce d'étrangeté de l'anglais, mais qui, bon, ben, moi après, heu, permet de souscrire à un internationalisme très féministe, hein, et ça me plaît beaucoup Oui, aussi. il s'ancre dans quelque chose. Et collectif quoi, surtout. C'est un concept qui est collectif, qui est manié par tout le monde en fait, enfin tout le monde. Mmh. Heu, le Melguet, ça parle un peu à tout le monde. Moi je me propose d'affiner l'outil pour, le remettre en circulation. Ouais, d'accord. Et du coup, l'exemple, je dirais un peu central du livre, c'est, celui de Nana, donc de Zola, et qui est, assez parlant pour différentes manières parce qu'il développe presque toutes les exemples, types de différents male gaze, qui peuvent exister. Et donc, je vais en profiter pour lire un petit extrait que vous citez, dans le livre. Alors je vais essayer avec Super. le micro. Hop. Si Pompoulet, il a une tétine dans le lit. Ouais. Alors, Si ça se trouve, il passe, hein. Un peu trop une tard. lumière vive éclaira brusquement le visage de la morte. Ce fut une horreur. Toutes frémirent et se sauvèrent. Ah, elle est changée, murmurait Rose Mignon, demeurée la dernière. Elle partit, elle ferma la porte. Nana restait seule, la face en l'air, dans la clarté de la bougie. C'était un charnier, un tas d'humeur et de sang, une pelletée de chair corrompue, jetée là, sur un coussin. Les pustules avaient envahi la figure entière, un bouton touchant l'autre, et, flétrie, affaissée, d'un aspect grisâtre et de boue, elle semblait déjà une moisissure de la terre. Sur cette bouillie informe, où l'on ne retrouverait plus les traits, un œil, celui de gauche, avait complètement sombré dans le bouillonnement de la purulence. L'autre, à demi ouvert, s'enfonçait, comme un trou noir égaté, le nez suppuré, encore. Toute une croûte rougeâtre partait d'une joue, envahissait la bouche, qu'elle tirait dans un rire abominable. Et sur ce masque horrible et grotesque du néant, les cheveux, les beaux cheveux, gardant leur flambée de soleil, coulaient en un ruissellement d'or. Vénus se décomposait, il semblait que le virus pris, par elle, dans les ruisseaux, sur les charognes tolérées, ce ferme don, elle avait empoisonné un peuple, venait de lui remonter au visage et l'avait pourri. C'est dur à lire en s'entendant en même temps. Hem, mais en tout cas, dans cette première citation qui est assez parlante, c'est qu'il y a pas de ce qu'on pourrait penser, en fait, en débutant le livre, c'est que, le malgache, c'est pas forcément une agression, en fait, que subit, heu, ou en tout cas une agression directe, ce qui pourrait être notre première idée, en fait, de ce que c'est. Oui, 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 c'est très important. Le Melguez, alors on imagine, qu'il va y avoir donc des nanas qui enfin des femmes qui vont être agressées par des hommes globalement, ça en fait partie, mais finalement ça, c'est de l'ordre de la diégèse, de l'histoire qui est racontée et puis sinon on imagine, beaucoup, ce qui est très retenu, c'est le morcellement, la sexualisation, le morcellement des corps et au cinéma, c'est, le travelling sur le corps d'une actrice sur le tapis rouge, quoi. Ça, c'est, que l'on a complètement, en fait, naturalisé. On oublie de se rendre compte que ce mouvement de caméra-là qui va, reluquer, en fait, faire des gros plans, c'est pas du tout, enfin, c'est pas du tout une façon de se comporter, si c'est enfin, quand on se rappelle qu'il y a un caméraman derrière la caméra, qui est donc au service d'une, voilà, d'une autre image, qui peut être une femme, hein, ça c'est Mmh mh enfin, mh. c'est pas la question de qui tient la caméra ou qui est, enfin, qui est au montage si un peu plus, mais voilà, c'est on garde un peu cette vision-là, souvent du male gaze, de, voilà, du morcellement, des femmes sans tête de la pub, des choses comme ça. Tout ça, c'est du male gaze, ça c'est certain. Mais ce male gaze, en fait, il est pas forcément sexy,
et n'est pas forcément, qu'au niveau d'un morcellement des corps ou plutôt cette sexualisation et ce morcellement des corps sont des symptômes d'un malaise qui en fait est beaucoup plus vaste. En tout cas, c'est ce que j'essaie de montrer, dans ce livre et qui, quand on sort de l'unique visualisation de cette espèce de prééminence du regard, qu'on le voit complètement dans Nana, permet aussi de considérer en fait que ça va être des formes de de, heu, de représentation du monde qui vont faire ce male gaze et qui vont objectifier, bien sûr, les femmes, mais en fait, le monde et la façon dont les femmes vont être objectifiées et objectifier, ça veut dire, en fait, c'est pas seulement sexualiser. Objectifier, c'est aussi transformer en marchandise, c'est catégoriser, ça va être, le découpage, esthétique, il a aussi un pendant qui est la catégorisation scientifique ou pseudo-scientifique, que l'on trouve aussi dans le racisme, en fait. Dans le racisme scientifique du 19e, par exemple, dans ce racisme savant. Heu et ça, cette espèce, de racisme savant, a un corollaire, littéraire, au niveau du sexisme, qui est celui des physiologies, qui, est très souvent, finalement grivois, qui va, aller du côté de la gaudriole, mais qui va faire comme ça des types de femmes. Là, on retrouve en, Nana, le type de la prostituée, Vénus, et cetera. Mais Nana est complètement vide, elle est toujours catégorisée dans des catégories de femmes et femme va être une catégorie qui déshumanise. Voilà et Mmh. c'est déjà la déshumanisation que l'on ne voit plus tellement on a l'habitude de ce male gaze omniprésent. Mmh. Et Nana, c'est effectivement, ce roman qui va vraiment, complètement, enfin moi alors je cherchais un exemple quand on écrit, donc moi c'est la théorisation qui me guidait, donc je savais à peu près vers où j'allais. Alors, il m'a fallu beaucoup de temps pour avoir, l'idée de passer par heu, la typologie de Patricia Romito, et c'est ça qui m'a permis d'aller vers de sortir du regard pour aller vers ce male gaze théorique, en reprenant ces stratégies d'occultation de la violence. Patricia Romito, c'est une psychologue sociale, enfin c'est une chercheuse, hein, en psychologie sociale, qui, a fait un livre majeur qui s'appelle «Un silence de morte». C'est sorti chez Sileps en 2008 en version française parce que ça existe aussi en italien. Il avait été préfacé par Christine Delphi, ça donne, un ancrage, Mmh. féministe matérialiste quand même assez fort au livre. Et Romito, elle étudie, vraiment très littéralement elle est vivante, hein, elle est même pas à la retraite Romito, c'est quand même quelqu'un d'encore assez jeune. Elle, elle étudie la façon dont les violences masculines sont occultées, notamment dans des contextes juridiques de violences, conjugales judiciarisées. Et ouais, en fait, j'ai repris ces stratégies et ces, tactiques, d'occultation de la violence parce que finalement, bah, ce qui m'intéresse, c'est pas la masculinité, ça va être le virilisme, la conquête et donc finalement, la violence elle-même m'a paru, un peu inaccessible. Comment on définit une violence en soi? Moi, j'en suis pas capable. En revanche, repérer des stratégies d'occultation de la violence me permettait de repérer, pas exactement les violences, mais ces stratégies comme des symptômes d'un virilisme en action. Et à partir de là, l'organisation de la première partie consacrée au Malgaise a pu, se faire. Mais il me manquait un exemple parce que ça restait hyper théorique et Nana était fabuleux. Parce que Nana, c'est donc un roman d'Émile Zola, un des plus célèbres, un des plus vendus, c'est un des plus scandaleux. C'est vraiment un roman qui sent l'ordure. Donc le naturalisme, c'est un mouvement qui se prétend scientifique, mais qui est toujours un mouvement très, scandaleux au XIXe siècle parce qu'il est scientifique en allant regarder un peu ce qui se fait, quand ça se passe pas bien. Voilà. Où est-ce que ça pue? C'est ça quand même le fondement naturaliste. Donc c'est quand même un mouvement littéraire qui est fondé sur, le fait divers ou, des choses un peu, monstrueuses, hors normes, Mmh. ça enfin très, il y a un côté fait de siècle, en fait, dans le naturalisme et Nana, c'est le roman de la grande courtisane qui elle-même est une incarnation ou un emblème du Second Empire qu'Émile Zola abhorre. Émile Zola, c'est vraiment un des grands opposants à Napoléon III. Donc Nana, elle va incarner toute la décadence du Second Empire. Elle va incarner la prostitution, elle va incarner la frivolité, elle va être un type de catin, superbe et qui va en même temps chuter. Et le passage que tu as lu, c'est ça, c'est la chute absolue de Nana. Sa Mmh. décomposition, avec une complaisance pour l'obscénité de montrer cette, chute.
Mais en fait, Nana, c'est un type social et littéraire, mais c'est absolument pas un personnage avec une profondeur et une psychologie parce qu'elle elle-même, absente à elle-même. Et donc, bon, moi, c'est un roman que j'avais étudié à l'agrégation, et que je trouve absolument fascinant parce qu'elle Mmh mh. est une actrice, donc on va la voir pour la première fois sur scène, en tant qu'objet de regard et un objet de regard qui maîtrise les regards portés sur elle et qui va, heu, en faire son gagne-pain et un très bon gagne-pain. Parce qu'elle devient la grande, la grande cocotte de Paris. Voilà, elle fait tomber les fortunes. Mais en même temps, il m'a semblé arriver un autre Melguez qui était plus, celui du narrateur, beaucoup moins mis à distance que, ce que Zola, a voulu faire, en fait. Zola a écrit un roman sur le désir des hommes pour Nana et sur, la façon dont Nana se joue des hommes tout en se fichant, d'eux. Mais dans le même temps, il pose sur son personnage, ou la voix narrative pose sur le personnage de Nana, constamment un regard lui-même empreint de Melguez, et d'un autre Melguez qui lui-même n'est pas du tout mis à distance ni moqué. Et là, Mmh. il y a quelque chose qui va résister, qui m'a beaucoup intéressée. Ouais. Parce que vous allez Alors, jusqu'à à la comparer à un virus en fait, qui se répand, auprès des hommes, tellement elle est ouais, c'est oui. monstrueuse dans le roman. Ouais, ça, c'est quelque chose qui est très 19e et qu'on trouve aussi beaucoup dans les romans fin de siècle et dans ces images donc décadentes, et donc ça peut surprendre dans le naturalisme, mais ça correspond aux théories, de l'atavisme de Zola. Et le virus, c'est des théories qui apparaissent dans les années 1860, hein, les théories pastoriennes. Alors là, par contre, c'est mon autre champ de recherche qui est pas du tout dans le dans l'essai, donc tu es en train de m'ouvrir un autre tunnel et moi je m'engouffre absolument. Mais On peut mais en ça, venir à Nana. non, mais il y a un regard sur la pourriture qui est, mais qui est dans une espèce aussi de plaisir morbide de voir le corps de la femme superbe en décomposition et se Mmh. transformer en charogne. C'est un plaisir qu'on a aussi chez Baudelaire et c'est un plaisir qui n'est pas sans sadisme Ouais, dans la bah, il y a pulsion plusieurs scopique. dans le livre, il y a plusieurs thèmes qui reviennent et qu'on voit qui existent chez plusieurs auteurs comme, la comparaison avec l'animal, qu'on voit je crois, chez Maupassant, au milieu du livre. Mmh. Et du coup, juste pour Oui, revenir, peut-être sur Nana, parce qu'il y a un autre exemple, et là on retombe sur quelque chose de peut-être un peu plus significatif, en tout cas dans l'esprit des gens quand ils pensent Malgaise, c'est taire l'expérience des femmes, et notamment par rapport à une agression. Et donc là, c'est l'exemple du viol en fait qu'elle subit, et qui est ni perçu, ni récit en fait de son côté. Et on peut faire un lien avec une citation qui est faite dans le livre, c'est du regard des hommes que naissent les mythes. Et donc là, du regard des hommes, il n'y a pas de viol, donc il y a pas de mythe à faire, il y a pas histoire à faire en fait autour de cette scène. ouais. Je crois que c'est une citation d'Éléonore Reversi ou en tout cas, je la cite à peu près à ce Oui, moment-là. j'ai Ouais, pas noté. c'est donc ça me fait plaisir. Je ne l'ai pas encore vraiment rencontrée, mais c'est une très grande chercheuse, donc ça me fait plaisir de rendre à Cléopâtre ce qu'il y a à Cléopâtre. Et ça, c'est, ouais, et elle a le texte que je cite, qu'elle a fait pour, au moment où Nana était à l'agrégation, en fait, les profs à ce moment-là, font enfin les profs, des équipes comme ça, des sociétés savantes qui vont créer des documents pour accompagner les professeurs qui entraînent à l'agrégation, et elle a fait des choses, des documents, extrêmement forts, donc je suis ravie de la citer. Mais oui, le regard de Nana est escamoté. Alors en fait, donc Nana est victime de beaucoup d'agressions tout au long de sa vie et de crimes. Et ça appartient en fait, en sociologie, ça correspond réellement à ce que vivait une femme de la classe sociale de Nana, et avec ce qu'on peut appeler, enfin ce qui s'appelle en sociologie une carrière de victime. Non Mm. pas qu'on fasse carrière en tant que victime, mais cette carrière de victime, c'est en fait en sociologie, c'est les étapes par lesquelles on passe euh, sociologiquement, que l'on va reconnaître dans ce destin en fait. Et l'une d'elles notamment, est racontée, m'a vraiment intéressée parce qu'on est vraiment dans un cas, mais emblématique de toute la culture du viol, puisque, en fait, Nana se regarde nue dans le miroir. Alors ça, c'est déjà, c'était presque drôle, en fait, de voir à quel Mm. point Zola
aligner les clichés contemporains. C'est-à-dire là, on est vraiment dans un cliché d'écriture de mec pas très finauds qui veut, décrire un corps de femme, mais pour pas, que ça se voit trop, il va, mettre la femme devant un miroir et la femme se regarde et s'analyse elle-même. Donc ce sont des scènes qui sont complètement fantasmées, en fait, Mmh. qui n'existent pas, ou, enfin, voilà, c'est un fantasme d'homme, c'est pas une réalité de femme. Et donc Nana se regarde et donc en fait, le miroir est ici, un euphémisme, enfin un symbole pour parler d'une scène de masturbation féminine. Parce que Nana, en fait, ça c'est le cliché de la prostituée, elle a une sensualité qui est, soit lesbienne, soit, on va dire autonome, mais qui en tout cas, n'est pas dans la normalité du coït hétérosexuel et donc elle est monstrueuse à ce niveau-là. Donc là, il y a une sanction heu de ce qui pourrait être quelque chose d'un peu sympa d'un point de vue féministe. Il y a une sanction très claire dans le récit, par le personnage du comte de Muffat, qui est le grand amant de Nana, mais elle s'en fiche du comte de Muffat à ce moment-là, donc qui est très excitée par le spectacle, mais qui veut entrer dans le jeu. Et en fait, elle a pas du tout prévu qu'il entre dans son jeu à elle, puisqu'elle est dans une scène de masturbation symbolique. Et à ce niveau-là, à ce moment-là, Muffat craque et en fait interrompt le jeu pour violer Nana. Et ce viol est donc symboliquement, très clairement, une sanction. Il la force à le prendre en compte, mais ce qui est, littéralement dans le texte un viol et en même temps, complètement, escamoté dans la gravité du viol. Donc en fait, on assiste à une euphémisation complète qui finit par être une euphémisation. Au point que le personnage de Nana n'en tire aucune conséquence et c'est le comte de Muffat qui se considère vaincu parce qu'il a cédé à sa propre pulsion. Donc il est victime d'avoir violé Nana en gros quoi, comme dans le sketch de Coluche. Mmh. J'ose à peine le répéter mais «Monique, je l'ai violée, je porte pas plainte» quoi. C'est c'est exactement ça, en fait, que représente, Zola, mais d'une manière, beaucoup plus, pathétique et empathique pour le conte de Muffat et donc Nana n'existe pas et elle n'existe pas pour elle-même. C'est-à-dire, Mmh. moi, je cherche pas à dire que Nana souffre et qu'on n'en parle pas. Je pense que Nana ne souffre pas. Mmh. Tellement, finalement, le personnage est évacué jusque-là, jusque dans sa possibilité de psyché. Alors, est-ce qu'une femme réelle aurait ou non souffert? Je peux pas le dire, puisque de toute façon, moi, j'étudie le texte. Mais en revanche, ça dit quand même quelque chose de ce qui va circuler comme représentation de féminité, de travailleuses du sexe, bien sûr, mais de féminité au pluriel plus largement, de masculinité et cetera et de vers quoi on va diriger notre regard et notre empathie. Et beh, c'est pas vers Nana. Mmh. Ouais, c'est ce qui est important, je pense, dans ce ouvrage, c'est que le fait que la femme soit victime de n'importe quoi, c'est pas la chose importante en fait. Il peut lui arriver n'importe quoi, ça fait partie limite, on va dire, de la vie, malheureusement. Mais le fait que rien ne soit raconté, ni perçu, ni expérience, ni quoi que ce soit, c'est là toute la violence en fait, et tout ce que le regard de l'homme en fait fait à ce personnage. Complètement et là, je vais même, un peu plus loin en reprenant le concept d'une philosophe américaine qui s'appelle Kate Main et qui a développé le concept d'empathy. Donc c'est comme une empathie mais, pour him. Alors, on avait déjà des jeux de mots, enfin des jeux de mots, des mots forgés comme ça un peu valises, avec le her story qui remplace history. Donc là, il y a ça c'est intraduisible ça, mais c'est pour dire, Mm, à l'history, l'histoire, des hommes, de his, heu, répond her story. Il y a eu des traductions en histoire avec un Y comme hystérie, mais je trouve ça un peu essentialiste, potentiellement transphobe. Moi, j'aime voir la créativité, mais j'aime pas trop utiliser histoire avec un Y. Et mm, l'empathie, c'est le fait alors elle étudie vraiment, des faits, réels, hein, elle est pas du tout, en train de faire des analyses littéraires, Katman. Mais elle étudie le fait que l'empathie de tout le monde va plutôt vers les hommes, notamment quand ils vont, accumuler les privilèges, donc être blancs, riches, en position de pouvoir, que vers leurs victimes, notamment quand elles, accumulent plutôt les handicaps sociaux, donc l'inverse du privilège, hein et notamment dans les cas de violences sexuelles. Donc elle prend le cas du viol de Steubenville, je crois, mais donc c'était, le viol d'une jeune femme, ivre par
joueur de baseball ou de football américain. Et en fait, ça a été un des cas qui a il y a à peu près 10 ans, mais complètement fait craquer, la 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 sphère médiatique parce qu'en fait, il n'était question que des carrières brisées des jeunes hommes, qui violaient des femmes sur les campus. Mais tout le monde était étudiant sur les mêmes campus dans cette affaire. Mmh. Et ça, heu, ce récit médiatique donc de, ça va briser des carrières d'hommes et cetera, enfin vous allez briser sa carrière. Oh oui, mais il se passe quoi quand on est violé? Alors on n'est pas toujours brisé, il faut pas non plus entrer dans l'idée qu'on est forcément traumatisé, mais peut-être que, la victime, c'est pas le coupable et que cette Mmh. inversion voilà. Bon et ça, moi, ça m'intéressait beaucoup de reprendre ce concept d'empathie pour montrer comment, en fait, le male gaze va organiser une empathie dans le récit qui va vers les hommes et qui va effacer tout le reste, voire esthétiser la violence à l'encontre des hommes et la justifier, à l'encontre des autres personnes que les hommes. Mmh mh. Donc moi j'arrive avec heu, cette porte d'entrée qu'est le genre, mais bien sûr tout ça c'est transposable à d'autres, privilèges ou d'autres, facteurs sociaux. Il fallait, en choisir un et puis moi je voilà. Là, on est dans mes spécialités. Ouais. Et donc, là, j'aimerais bien parler d'un autre exemple que vous prenez dans le livre. Donc c'est Maupassant. Vous parlez de plusieurs textes de Maupassant, et notamment un qui, moi, m'a particulièrement surpris. Je vais expliquer pourquoi. Et c'est une partie de campagne. Alors, oui, c'est ça, du même recueil qu'une partie de campagne. Donc, elle écoutait l'oiseau, perdue dans une extase. Elle avait des désirs infinis de bonheur, des tendresses brusques qui la traversaient, oui, c'est des révélations de poésie surhumaine, et un tel amollissement des nerfs et du cœur qu'elle pleurait sans savoir pourquoi. Le jeune homme la serrait contre lui maintenant, elle ne le repoussait plus, n'y pensait plus. Tout était calme aux environs. L'oiseau se mit à chanter. Il jeta d'abord 3 notes pénétrantes qui semblaient un appel d'amour. Puis, après un silence d'un moment, il commença d'une voix affaiblie des modulations très lentes. Et donc moi, ce texte m'a particulièrement surpris parce que j'ai 22 ans, donc j'étais au lycée il y a pas longtemps. Et on a notamment parlé de ce texte en première, je m'en souviens très bien. Et bah, cette scène n'était pas du tout, et en tout cas ne m'a pas été du tout présentée comme une scène de viol, mais une scène d'amour des plus beaux. Et donc là, c'était vraiment, C'est connu. c'était fou, quoi. Ouais. Ça c'est alors il y a plein de raisons qui expliquent ça. C'est très compliqué de parler de viol au lycée. Alors, ce qui est dommage, c'est pas alors c'est aussi pour ça que j'ai fait ce bouquin, c'est aussi pour Mm, ça que, les copines qui ont fait, Pour en finir avec la passion qui est sorti chez Amsterdam l'ont fait, elles ont vraiment pensé aux profs. Elles sont profs, enfin pour donner des outils parce que, c'est très compliqué. On est en plus dans un moment, alors c'est de plus en plus compliqué en fait. On est dans un moment où, les parents vigilants, à la Zemmour, sont vraiment organisés pour mm, pourrir la vie mm. des profs. Comme ça s'est fait aux États-Unis, c'est ce que faisait Charlie Kirk, hein, qui est décédé il y a pas très longtemps. Donc c'est voilà, donc on peut avoir peur et puis en France, on a quand même des exemples de profs qui ont été tués, c'était pas sur ces questions-là, mais c'est quelque chose, enfin, qu'il faut vraiment avoir en tête, hein, heu, quand on pense au cours, c'est voilà, c'est au moment de la mort de Samuel Paty, j'étais déjà en postdoc, mais ça a été dur, hein, ça a été super dur, hein, le Mm. donc c'est voilà, là, clairement, je vais certainement pas blâmer mes collègues, même si je suis en train de quitter l'éducation Mais ça nationale, montre voilà, c'est super dur. Et Ça puis on montre ne sait aussi pas qu'il y a une ouais, actualité ouais, c'est pas il y a 20 ans qu'on présentait ces textes encore comme non, des textes d'amour, c'est toujours non, actuel non, et c'est très actuel. ah et c'est des très grosses querelles, qu'on peut avoir, alors notamment depuis, ce qu'on appelle, l'affaire Chénier. Ça date de l'affaire Chénier, c'est 2017, c'est contemporain de MeToo. C'est des agrégatifs qui ont écrit au jury d'agrégation pour demander alors est-ce qu'il y a ou pas un viol dans le texte? Sur un poème du XVIIIe siècle sur une églogue. Et c'est notamment le cas sur des textes qui sont très codés, comme celui de Maupassant. Donc, est-ce qu'on va voir ou pas? Donc Anne Grandénon, que je cite à un moment dans le livre, a fait toute une thèse sur les réceptions de récits de viol point d'interrogation, parce qu'elle ne va pas dire il y a un viol ou il n'y a pas de viol. Elle regarde comment les gens parlent des textes. Voilà. Mmh. Moi, j'avoue que je suis plus assertive, et donc dans le cas de Maupassant, en fait, c'est très compliqué parce que pour Maupassant, en fait, il n'y a pas un viol dans le sens où il faut l'amener au tribunal.
parce que Maupassant, c'est pas du tout un féministe. Mais pour lui, il est normal qu'il y ait des contraintes parce que le rossignol va être. Alors, on va avoir quelque chose qui est très bucolique, très amoureux. Et là, on l'a aussi dans l'affaire Chénier, donc ça va être tout le symbole de la poésie amoureuse, la jolie voix, la parade amoureuse. Donc là, boum, tout ça, c'est très joli. Donc on se dit, ah, il y a un Mhm. super cadre bucolique amoureux. Mais en fait, quand on est dans un contexte notamment 19e. Alors, on a d'abord un contexte antique qui va être celui du rossignol comme réincarnation de Philomèle, comme métamorphose de Philomèle et du mythe de Philomèle. Philomèle qui a été violée par son beau-frère. Et donc, ah non, mais voilà, c'est tout de suite, quand on sait que le rossignol, c'est le symbole de Philomèle, la dimension amoureuse est moins évidente. Mhm. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu derrière. Chez Maupassant, c'est toujours un peu discuté. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Maupassant, c'est un adepte de Schopenhauer. Et ça, effectivement, c'est dur d'en parler au lycée parce que là, on tombe sur le nom comme volonté, comme représentation. C'est quand même pas. D'abord, c'est pas très drôle. Enfin, ça peut être très drôle, mais c'est quand même une philosophie pessimiste. Puis c'est quand même des énormes volumes, quoi. Et les profs de français, ils n'ont pas forcément fait beaucoup de philo. Ah Donc oui, je vois. ils en ont, mais ils en ont. Donc, et Schopenhauer, c'est vraiment celui qui va théoriser les ruses de la nature. Schopenhauer, c'est aussi quelqu'un d'extrêmement misogyne. Et ces ruses de la nature, ça va être notamment le fait que les femmes sont pas trop dégueulasses pour piéger les hommes et les forcer à avoir des enfants. Et ça, c'est une philosophie qui plaît beaucoup à Maupassant. Et donc, le rossignol, c'est pas seulement le symbole de Philomèle, où là, on peut avoir de l'empathie pour Philomèle et le rossignol et la jeune femme de la nouvelle, mais aussi pour, en fait, il va incarner ces ruses de la nature. C'est-à-dire, donc là, très clairement, la musique du rossignol parle des soupirs du coït. Je ne vais pas me prononcer sur le coït en question, mais en fait, est-ce qu'il va s'agir d'un viol dans le sens où le jeune homme viole la jeune femme, ou dans le sens où les deux sont trompés par la nature, et où la nature va amener cette, où le viol va être dans la nature en fait. Donc dans ce cas-là, il n'est pas ni moral ni moral dans la perspective de Maupassant. Il est inévitable. Mais on a malgré tout une cruauté permanente chez Maupassant qui va s'amuser de ces rapprochements et ces animalisations. Donc là, on a encore du Melguez parce que lui, il va présenter ces espèces de lois de nature comme des choses qui vont être fatales, mais il va jamais le déplorer, il s'en amuse. Et là, ça devient vraiment dégueulasse. Et moi, je sais pas ce que j'aurais été dire à des secondes ou à des premières sur ça. Terminal, je recommence. On était resté dans le romantisme le plus total. Ouais, alors que voilà, Maupassant, c'est quand même quelqu'un qui est assez, il y a souvent un double fond comme ça chez Maupassant. Et Mhm. ça fait des trucs qui sont très cyniques, mais qui peuvent donner envie de se révolter. C'est ça le paradoxe. Oui. Oui, parce que donner un petit bout d'une possible deuxième lecture, en fait, permet aussi d'après de développer n'importe quelle lecture, en fait. Ben oui, oui. Puis là, tu dis, mais qu'est-ce que tu as envie de lire, quoi? Ouais, Parce que ouais. moi, je sais pas si on est plus heureux quand on lit un viol dans cette nouvelle, dans une partie de campagne. Mm. Parce que la nouvelle est vachement moins jolie. Bah, c'est sûr que C'est une vraie question. ça Est-ce qu'on finit a forcément moins bien. Je me prononce pas. Et du coup, là, on a parlé bah, notamment de Nana, de Maupassant. C'est des grands exemples du lire et c'est des classiques pour notre époque. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait de ces classiques qui deviennent un petit peu encombrants? C'est, ça, c'est vraiment la question qu'on me pose beaucoup. Heu, bon, je pense ça va dépendre vraiment de à quel endroit on se situe. On me l'a beaucoup posé en Italie, parce que alors c'était dans le sous-titre de la traduction, des familles du style en italien, c'était pour un autre canon. Et donc, bah, tout le monde me parlait du canon, du canon. Je me dis, putain, voilà. Et en fait, c'était une grosse question, notamment chez les gens qui font la littérature comparée ou quoi, de sortir du canon, de mettre en place, enfin, de même pas mettre en place de nouveau canon, mais de ne pas avoir de canon pour aller vers la littérature monde, de Chamoiseau, l'idée d'une littérature mondiale. Et moi, je suis 100% d'accord, mais alors d'abord, je suis en littérature française, donc clairement, j'ai une toute petite lorgnette pour ça, qui en plus est coloniale, parce que la France, c'est c'est quand même un, c'est quand même un empire postcolonial encore. Mm, mm, mm. Et donc, voilà, j'essaie d'étudier les textes en français avec ce prisme, mais en même temps, bah, voilà, pour avoir été vraiment prof de français dans le secondaire,
Bah, alors déjà, il faut se rappeler que les collègues n'ont plus beaucoup de liberté pédagogique. On peut pas tellement enfin, on peut choisir en seconde, on choisit plus les œuvres en première pour le bac. Voilà. Donc ça, c'est voilà, ça change énormément de choses. C'était pas le cas quand moi j'étais au lycée. C'est très récent ça, cette imposition de programme et c'est une catastrophe. On est en train de passer un CAPES sur programme, on avait un CAPES hors programme. Pareil, catastrophe absolue parce que ça enlève énormément de liberté pédagogique. Ah, matériellement, c'est très compliqué quand on est prof, d'étudier des choses qui vont pas être diffusées. C'est-à-dire que là, bah, alors c'est pas difficile, ça, c'est du Renan qui est plus édité en bouquin. Si tu prends, voilà, ma thèse, là, on est chez Champion, si tu prends des vieux textes comme ça de chez Champion, ça coûte 75 balles. Tu le files pas à des secondes. Voilà. Non, mais c'est tout de Même suite. à des universitaires. Même à l'université, à un agrég, de temps en temps, ils mettent un Pléiade, et c'est un scandale. C'est dégueulasse de mettre un Mmh. Pléiade en programme, parce qu'en plus, tu te bousilles. Donc, voilà, un des critères quand tu vas mettre en programme, c'est que ce soit pas cher. Moi, le critère pour les secondes, c'était 2-3 € max, quand ils devaient acheter. Et ça gueulait déjà, hein, parce que. Ah, bon, parce qu'ils aimaient gueuler. Mais c'est. Ah, et ça, c'est une vraie chose. Voilà. Qu'est-ce qui est édité où? On est dans un moment où beaucoup de choses sont éditées, et donc, voilà, aux secondes, j'avais pas mis Nouvelle de Maupassant. Alors, ils avaient quand même eu La Chevelure, parce que c'était un texte ultra canonique, et qui permettait de dire plein, plein, plein de choses. Mais, donc, j'avais une anthologie de fantastique à 2 € quoi, et donc, il y avait La Mmh. Chevelure dedans. Mais je leur avais photocopié, j'avais pas fait ça bien, mais La Dame à la Louve de René Vivien. Parce que je trouvais que ça restait, canonique. Alors c'est pas naturaliste, La Dame à la Louve, c'est post-naturaliste, mais ça permettait quand même d'aller chercher un texte d'un autre canon, voilà, et qui, avait après aussi tout ce qu'il fallait parce que qu'est-ce que je voulais étudier? Je voulais étudier la narratologie, les faire réagir, donc il fallait quand même un texte qui réponde à ça, qui soit, accessible, pour des secondes et qui soit accessible financièrement, enfin, ça fait plein de critères en fait, hein, donc Mmh. c'est voilà. Et après la question c'est: «Est-ce que c'est souhaitable de se passer du canon?» Moi je crois, et là je vais vraiment être nanienne, je crois qu'on a besoin d'un canon parce qu'on va avoir des références communes. En fait, le grand exemple, le grand canon qu'on a en France, c'est les fables de La Fontaine. Ah et en fait, c'est même pas toutes les fables, parce qu'il y a presque personne qui a lu toutes les fables. Par contre, tout le monde connaît Le Corbeau et le Renard, ou La Cigale et la Fourmi. Et je crois que ça fait quand même du bien d'avoir des quelques communs comme ça. Alors après la question ça va être lesquels, et l'autre question c'est qu'est-ce qu'on en dit? Toi, si tu prends une partie de campagne, est-ce que tu vas rester sur, un amour, et tu le questionnes pas? Ou est-ce que tu en profites pour expliquer à, tes lycéens ou, à tes licences ou voilà, que, en fait, il y a des façons dont le récit est raconté qui permettent de dire quelque chose des violences sexuelles. D'ailleurs, au fait, boum et là, tu sors tes numéros de téléphone, par exemple. Pas ton 06 mais 39 19, enfin voilà, enfance maltraitée, SOS viol et cetera, quoi. Ouais, c'est Moi, ouvrir le texte Moi, plutôt que le fermer, en j'aurais fait. tendance à me dire: «Le texte va être un outil qui permet d'avoir quand même quelque chose de super canonique», et en même temps, la chevelure, ça avait quand même permis, de parler de choses, quand même, pas évidentes, ni en narration, mais aussi en termes de voilà, de: «Elle est où cette femme?» Voilà. La Mmh. femme de la chevelure de Maupassant. Ça leur avait vachement plu. La Dame à la Louve, c'était l'un de mes premiers textes de l'année. On l'avait lu entièrement en classe et j'attendais les réactions. Donc La Dame à la Louve, c'est un récit raconté par un mec, lourdeau, sur un bateau, qui drague une nana et il est persuadé que ça marche. Et en fait, tu comprends en lisant le texte au fur et à mesure que ça marche pas du tout. Et c'est hyper drôle, très conseillé. Et donc voilà, et en plus, eux, c'était le début de l'année, donc ils étaient là, ils me connaissaient pas, on se connaissait pas, ils se connaissaient un peu entre eux parce qu'ils arrivaient du collège. Mais voilà, ils étaient en découverte du texte, donc moi, mon but, c'était de les faire lire et puis de les interpeller et de voir, moi, Mmh. d'apprendre à les connaître aussi, quoi. Et donc, à un moment, ils disent: «Mais, madame, mais il se rend pas compte là, le monsieur?» Je dis: «Ah, à votre avis?» Puis après, j'ai: «Madame, comment on dit charreau en français?» Bon, OK, voilà, tu c'est bah, donc là, hop, parler, ironie, double lecture et cetera. Bon, là, tu commences ton année de français sympa, quoi. Ça va être voilà, C'est le but en tant que prof pour moi, et c'est pour ça que ça m'intéressait de faire ce livre, là où je m'adresse quand même plus aux profs qu'aux lycéens, mais c'était de fournir les outils
qui vont permettre de montrer qu'il y a une complexité, qui vont permettre d'avoir un esprit plus critique par rapport au texte, mais aussi après dans la vie, en politique, et cetera. Mmh. C'est Ouais, c'est presque une donc voilà, lecture, créative, en fait. ouais, c'est ça et de dire: «Bon voilà, le texte il est là, il y a des contresens quand même qui sont possibles». Une lecture complètement amoureuse, je pense que, ça marche pas. Les naturalistes, c'est pas des gens qui ont beaucoup d'idéal. Mais voilà, hop, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc de partir de voilà, quelle est votre impression? Est-ce que ça marche vraiment? Votre impression? Est-ce que le texte va dans ce sens? Est-ce que le texte le contredit? Ouais. Et ça, c'est beaucoup plus émancipateur, en fait. Là, il y a de l'enjeu. Ça me paraît Et beaucoup plus fort, la littérature, en tout cas. C'est ouais, ça la force de la littérature. bah, ça montre, oui, ça montre la force d'un texte, et pas son sens, fermé, scolaire, qu'on peut avoir, de base. Et pour peut-être finir, avant que le Visio se coupe, j'ai vu qu'il y a un Ouais, timer, j'ai je vu, l'avais pas vu. Il y a un grand oublié depuis qu'on parle, on n'a pas parlé de littérature contemporaine. Et donc, vous citez notamment Le Consentement de Springora, Le Fils de Tigre. Donc là, qui sont des grands textes, on va dire, qui ont aussi eu un grand retour populaire, on va dire, hein. Ils ont eu un vrai succès en librairie et qui parlent de viol notamment, ou en tout cas d'agression. Euh, mais du coup, quel est le rapport? Parce que le livre commence par une citation qui est: Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui est arrivé arrivera encore. Rien de nouveau sous le soleil. Donc c'est un début assez étonnant parce que il est plein de défaitisme presque. Et en plus, vous c'est prenez l'exemple de Damasio qui est quand même assez, pas hégémonique, mais en tout cas ouais, assez ouais, non, mais important dans la littérature je peux pas faire que des efforts avec contemporaine. le passage d'Amazio, je sais. Alors la citation, c'est du Renan. C'est, Oui, la oui. traduction, de l'Ecclésiaste, donc c'est l'auteur auquel j'ai consacré ma thèse, donc j'en mets toujours un peu parce que ça me fait plaisir et puis avec cette question de voilà, moi ce que je voulais, c'était exactement ta réaction, c'était, est-ce qu'on va rester défaitiste ou est-ce qu'on a envie d'aller plus loin? Donc j'ai pas forcément envie qu'on soit d'accord avec l'Ecclésiaste et avec ses défaitismes, justement. D'accord. Donc ça, c'est super. C'est pas un Ce lien qui direct parce que quand j'ai lu le moment sur Damasio, j'ai refait le lien avec la citation. Je me suis dit, est-ce que c'est un point de vue vraiment négatif sur ce qui va arriver en fait? Oui, bah, c'est bon, Damasio prend alors Les Furtifs prend un peu cher dans ce passage, et en même temps parce que c'est un roman aussi que j'ai aimé, en fait. Donc c'est voilà il y a cette frustration voilà, il y a tout ça qui marche et ça devrait marcher encore mieux. C'est Hmm. je pense que voilà l'erreur politique, le Melguez, dont il ne se départ pas en gros, heu et amène aussi quelque chose qui fait du mal à la littérature et tout est grave, mais c'est grave aussi, en fait, d'avoir fait un roman moins bon que ce qu'il aurait pu être. Et donc alors le passage d'Amasio, c'est le début de la deuxième partie qui va vers des émancipations. Et donc je trouvais, donc c'est celui qui fait charnière, celui où ça aurait dû marcher et où ça marche pas. Donc ça m'intéressait aussi en termes d'argumentation, de pivot, de montrer ça avec un exemple de littérature contemporaine, alors que, voilà, je mentionne Ovide assez vite, mais je parle de Molière. Là, j'avais vraiment quand même pris des textes très canoniques, très programme de lycée ou voire de collège, hein. Molière, Hmm, hmm. c'est même en sixième hein, qu'on va étudier Sganarelle ou des choses comme ça. Alors, je parle pas de Sganarelle, mais voilà, Molière, ça peut être vraiment tôt. Euh, pour plein de raisons. C'est d'abord, bon, ben, j'avais pas. Je me rappelle de tel poète que j'ai pu entendre, pas très connu, vraiment que j'avais trouvé scandaleux, et puis je me suis dit, mais ça sert à quoi d'analyser de manière véhémente un type qui est pas spécialement connu, en fait? À rien. Alors que Molière, ça va parler à plus de monde et ça va montrer une permanence, en fait, à travers l'histoire littéraire. Jusqu'à Damasio, des exemples plus récents, et donc contemporains comme Alain Damasio, voilà, il est furtif, son dernier roman. Bon, donc ça, c'était le, le, le point qui explique ça. Alors, est-ce que ça peut changer ou pas? Oui, je pense que oui, puisque voilà, je finis sur des exemples qui sont vraiment dégagés de male gaze et qui vont aller vers d'autres gaze, et je pense même qu'on peut se dégazer, sortir du gaze, c'est-à-dire euh,
Voilà, moi, je commence à m'intéresser vraiment fortement aux narrations, désincarnées, sans corps ou des narrations multiples. Ça, c'est ceux, que j'essaie de balayer assez rapidement, enfin trop rapidement, mais c'est un essai, à la fin du roman, en proposant plein de pistes à tout le monde pour que tout le monde aille voir un peu, ce qui va, intéresser, quoi. Heu, mais voilà et donc le cas, des furtifs, c'était ça qui m'intéressait. C'était montrer, comment, une espèce de fluidité dans la représentation, naturaliste des furtifs du furtif, qui est une espèce à part, ne sort pas, du male gaze et il y a il y a un truc qui fonctionne pas. En tout cas, Mmh. ça me permet d'expliquer, voilà, cette frustration, que j'avais ressentie déjà à la sortie du roman, quoi. Je crois que c'était en 18. C'est Ouais, c'est possible. Et du coup, c'est quand vous travaillez sur ce moment, par exemple, vous vous dites, parce que l'extrait sur Damasio, il est pas énorme, c'est 3 pages, je crois, quelque chose comme ça. Mais est-ce que vous vous dites, bon, je choisis ce texte et je vais le décortiquer pour voir ce qui n'a pas marché, ou alors c'est des choses déjà vues pendant la lecture où bah, il y a ce point, ce point, ce point, ou qui m'ont dérangé. C'est comment en fait ouais. l'état d'esprit? C'est un défi critique, c'est. Damasio, on peut le savoir parce que j'avais fait une vidéo à la lecture. Oui. Donc on a les strates comme ça parce que lui, je lui avais vraiment, j'avais pas lu tellement les autres romans, mais je sais pas, je l'avais beaucoup attendu. La Volte, c'est vraiment une maison que je suis beaucoup, hein, donc Mhm. et puis en plus, me voilà, ma spécialité, c'est les sciences naturelles en littérature, donc l'idée du furtif, j'ai adoré et je pense que je ferai un article universitaire sur le furtif, et la vision naturaliste hyper intéressante de Damasio là-dessus parce que c'est vraiment, vraiment brillant, quoi. Donc alors après, pourquoi ça? Donc comment j'écris? Ça, c'est des choses où je vais en fait, moi, je pars de la théorie. Là, D'accord. je pars de la théorie et donc j'avais besoin d'un texte, qui fonctionne et bon, ben, la lecture d'Amazieu, elle avait déjà été faite à la sortie avec, mais ça avait pas été aussi fin, en fait. J'avais pas été aussi loin. Idem pour Garetta, qui a une Garetta qui à la fin, qui est une autrice assez difficile, mais Benjamin, par exemple, ou Delhomme, c'est des auteurs où là, j'avais fait des articles, plus universitaires. D'accord. Donc ça va dépendre, voilà. Mais en général, moi, c'est la théorie qui me tient. D'accord. Et alors, le texte fonctionne. Mais quand je travaille sur Renan, comme je travaillais sur l'ensemble du corpus, là, je pars des textes. Donc ça dépend Hmm. de l'objet. Là, en fait, c'est vraiment la théorie littéraire. D'accord. Bon, bah, merci beaucoup pour cette discussion. Euh, je sais pas trop comment conclure ça. Ah bah moi, Comme, je trouve ça super, je suis hyper contente. En tout cas, je pense que l'idée principale, c'est qu'il faut ouvrir les textes et ne pas les cloisonner dans une interprétation, mais même plus que ça, dans une idée préconçue qu'on a autour de ça, et que c'est en donnant aussi ces clés sur tous ces textes, même sur d'autres sujets que Malguez, qu'on va donner envie de lire, et même aux plus jeunes. Exactement. Et puis de lire, et puis avec un plaisir d'analyse en plus, parce qu'en fait, alors pas forcément de descendre les livres, parce que là, on a vraiment parlé de donc bah, enfin de violence, moi je suis assez caustique par moments dans le livre, enfin clairement. Mais c'est aussi enfin, je veux dire, c'est aussi un plaisir intellectuel, en fait. Il y a plein de plaisirs différents quand on lit, et, euh, et on est là pour augmenter le plaisir. Ça, c'est une belle conclusion. Parfait. Merci beaucoup.